Cette semaine, dans le balado, on colle des timbres, on tente d'attraper un tueur en série et on tombe en amour. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Gros week-end. Oui, quand même. D'activités, donc coller des timbres, attraper des tueurs et autres, mais de films, de tout genre. Un week-end assez chargé quand même. Donc, un gros film québécois qui débarque sur nos écrans. Ouais. Un qui a un buzz qui s'est créé dans les dernières semaines, venu un peu de nulle part, fait qu'on a bien hâte de vous parler de ça, mais avant un petit mot de notre commanditaire. Tout à fait. Alors, l'épisode de cette semaine est présenté par le musée Huron-Wendat qui a inauguré sa nouvelle exposition permanente intitulée Wendat Indie, nous les Wendat. Celle-ci met de l'avant des personnages importants dans l'histoire de la nation Huron-Wendat, des porteurs de la culture Wendat. Cela permettra d'adopter un point de vue Wendat sur les thématiques importantes pour la nation, notamment la façon dont elle a assuré une continuité dans son identité à travers les époques par sa résilience active s'appuyant sur une tradition forte. Au fil d'une histoire marquée par certaines ruptures et des bouleversements majeurs, son inventivité et sa capacité d'adaptation ont rendu possible le maintien d'une culture vivante tournée vers l'avenir. Wendat Indie, nous les Wendat, est ouvert au public dès maintenant. Consultez le site web www.museuhuronwendat.ca pour plus d'informations sur les heures d'ouverture et pour faire la réservation d'une visite guidée. Vous pouvez retrouver le musée sur Facebook et sur Instagram au @museuhuronwendat. Excellent. Alors, petit tour de l'actualité de la semaine. Je pense que c'était la semaine dernière qu'on avait parlé de ce fameux Shrek 5 qui était en production. C'était comme Eddie Murphy. La semaine dernière ou l'autre d'avant, mais c'est ça. Il allait avoir aussi un film sur Han, mais d'abord un Shrek 5. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme venu un peu nulle part. Il est comme juste sorti ça de même pendant cette tournée promotionnelle pour le nouveau Beverly Hills Cop. Et bien là, on l'a confirmé finalement du côté de studio. Je sais pas si c'est DreamWorks encore qui est derrière ça. Fait que je pense qu'ils avec Universal, Paramount. En tout cas, DreamWorks, ça doit être avec Universal. Ouais, c'est ça. Donc, on a confirmé, bref, que Eddie Murphy ne mentait pas. Il avait raison. On a donné la date officielle, donc le 1er juillet 2026. OK. Alors, quand même surprenant. Moi, je m'attendais à plus 2025, là, surtout qu'Eddie Murphy dit ça fait quelques mois déjà qu'on a commencé à enregistrer. Fait que, bref, faut être patient. Mais ça s'annonce quand même une rencontre au sommet, un match de titans. C'est ça, parce que quelques semaines avant, il y a un autre film majeur. 2 semaines avant, le 19 juin, c'est Toy Story 5. Ouais, fait que ça, c'est, comme on dit, quand il y a deux... tu sais, la course de deux autos là, vers un ravin, là, puis ça, c'est le premier qui choke puis qui se tasse. Ouais. Tu sais, déjà cette année, c'était quand même collé entre Sans dessus-dessous 2 et Détestable moi 4, mais c'est comme 3 fins de semaine, puis 3 semaines et demie, mettons, là, 2 semaines et demie, moi je sais plus comment on compte ça. Fait que 3 week-ends, puis là, Détestable sortait au milieu de la semaine. Fait que c'est collé, mais c'est respectable, mettons. Ouais. Mais 2 week-ends seulement, là, ça, c'est se nuire à l'un puis à l'autre. C'est mettre beaucoup de pression sur les salles de cinéma parce que rapidement, ben là, la nouveauté prend ta grosse salle, fait que l'autre se retrouve plus petit, mais peut-être que Toy Story va être plus populaire que Shrek, ou t'es pas capable de leur donner autant de visibilité à l'un l'autre, fait que c'est tough. Voilà. Donc, en tout cas, on verra bien si un va se tasser d'ici là, en 2 ans. Ouais, juste reculer d'une semaine ou deux. Oui, là, ou quoi, peut-être même décaler d'une saison. Là, c'est pas impossible qu'un décide finalement. Peut-être même que le film ne sera même pas prêt non plus. Là. Des fois, ça arrive. On prend la date, puis... des fois, je suis pas mal sûr que ça fait... On a déjà discuté, je pense, mais que ça fait partie de la stratégie. C'est comme, je le sais, ils le savent, le distributeur, je le sais que je vais changer ma date, mais j'ai besoin qu'on parle du film. Fait qu'on va parler de ça comme nous, là, les podcasteurs professionnels. Non? Les podcasteurs vont dire « Ah, mais là, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'on va faire? » Blablabla. Fait que là, tu fais déjà... C'est ta première phase de la promotion. De marketing, effectivement. Mais on a confirmé que, donc, en plus d'Eddie Murphy, évidemment, Cameron Diaz et Mike Myers seront de retour. Sinon, là, ça marche pas. Ça aurait été un peu étrange. On sait que Détestable moi connaît un très bon succès, encore une fois. La franchise porte à merveille. Donc, c'est sans surprise. Ce n'est pas la fin, loin de là. Qui l'aurait cru? Mais on continue cette alternance entre Détestable moi et Les Mignons, évidemment. Donc, 3e film des Mignons. Encore lui aussi annoncé pas mal de bonheur. Écoute, là, on parle de 30 juin 2027. Ouais, je sais pas pourquoi ils disent pas juste
à venir. Ou été 2027, mettons. Ouais, là, la date est là. Pow. Ouais, fait que vraiment, puis t'annonces ça 3 ans d'avance. C'est quand même drôle. C'est probablement pour rassurer les investisseurs là, qui disent on prépare, on continue. Ben ça, ou peut-être que tu vois, c'est au sens inverse du... c'est pas de la promo sur Mignon, c'est de la promo sur Détestable, tu sais. Après 2 semaines à l'affiche, tu dis, bon, ben... Hey, oubliez pas d'aller le voir parce que ça va continuer, fait qu'il va peut-être être important, ce morceau-là. Mais tu sais, c'est des films pour enfants, là, c'est pas... Ils sont pas nécessaires l'un à l'autre, surtout que les Mignons se passent à date souvent avant. Le premier Mignon, je sais pas, il se passait... C'est juste le Mignon 2 qui se passait dans la jeunesse de Gros. Ouais, c'est ça. OK, pas le 1. OK. Ouais. Je sais pas. Il paraît qu'ils ont fait des jokes aussi avec les petits super-héros... Ben, je sais pas comment ils appellent, là, mais les super mignons. Quelqu'un m'avait dit ça, mais j'ai pas vérifié, mais qui avait joké qu'ils feraient leur calendrier de release, de sortie, comme un peu les Marvel font, là, en telle année, puis que ça, comme s'ils allaient faire les films de super-héros des mignons, puis que c'était un calendrier de genre de 100 ans, là, une affaire de sortie. Puis... Fait que je peux aller vérifier si c'était une vraie blague ou pas. Je savais pas si toi, tu saurais. Non, je ne savais pas. Mais je ne serais pas étonné que, peut-être dans les Mignons 3, ça tournerait peut-être alentour des Super Mignons. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va les voir à l'écran, honnêtement. Un autre film qui faisait beaucoup jaser ces dernières semaines, c'est Horizon de Kevin Costner. Ben là, pour les amateurs, ceux qui ont peut-être apprécié ou ceux qui étaient curieux peut-être d'attendre le deuxième film avant d'écouter la première partie, ben là, le Horizon Chapter 2, le deuxième chapitre qui devait sortir à la mi-août, a été officiellement retiré du calendrier des sorties. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il va sortir quand même, mais plus tard, peut-être juste l'an prochain ou dans quelques mois. C'était quand même cavalier, pour prendre des termes équestres, de sortir ça 6 semaines plus tard. Je pense que c'était... comme un ancien modèle de les gens vont se garrocher pour aller le voir sur écran, puis 6 semaines plus tard, ils vont y retourner, ils vont être excités d'aller voir la suite. C'est comme, oui, mais tu sais, on aime que les films sortent sur écran, mais la VOD est quand même importante comme avant pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller ou qui sont un peu frileux. Fait qu'il faut que tu donnes quelques mois, comme un peu les 3 Mousquetaires l'avaient fait, ou des choses comme ça. Les deux sortent dans la même année, mais à 6-7 mois d'intervalle. Pour, moi, j'avais jamais vu ça 6 semaines, effectivement. La norme, c'est un plus 6-8 mois. Tu avais eu la Matrice 2 puis 3, Back to the Future 2, 3. C'était dans ces zones-là. Là. Fait qu'on sortait un en novembre puis l'autre au mois de mai. Le dernier Harry Potter aussi a fait quelque chose de même. Noël puis l'été. C'est ça. Mais 6 semaines, c'était un peu trop dessus. Ça laisse pas le temps au premier film vraiment de vivre. Puis c'est un peu ça l'argument derrière ce move-là, surtout qu'on s'entend que le film non plus n'a pas eu le succès escompté. C'est ça, il n'y a pas autant de succès, mais je veux dire, il joue quand même encore dans la plupart des salles de cinéma. Là, évidemment, ceux qui ont comme 3-4 écrans, peut-être pas, là, mais ceux qui en ont plusieurs, il est encore là, il joue encore à temps plein. Fait à un moment donné, ta nouveauté va juste nuire à l'autre. Là. Ben, je suis obligé de... Il pourrait marcher encore un petit peu, mais je suis obligé de le sortir parce que là, t'emmènes le nouveau volet. Fait que c'est un peu absurde. Là. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'on va laisser le temps au premier de vivre un peu plus longtemps, probablement justement dans les plateformes et tout ça, puis éventuellement ressortir le deuxième. Mais la question, c'est est-ce que son rêve de voir 4 films va se limiter finalement à une trilogie? Ça risque probablement d'être ça. Ouais, là, c'est pas trop clair. Le 3, il est fini de tourner ou il est en tournage? Je pense qu'il est en tournage. Je pense qu'il n'est pas complété. Là. Mais en même temps, s'il est en tournage puis tout, j'espère que son histoire est assez finie pour que ça... Écoute, peut-être qu'il va modifier son scénario, peut-être que c'était déjà prévu que le 4, on était un peu ailleurs. Je sais pas si le 3 se terminait ou il y avait vraiment un punch qui te laisse sur ta fin pour le 4e. Bref, tout ça va être à suivre, mais c'est un peu un heureux casse-tête. Ben, pas un heureux, mais un casse-tête pour Kevin Costner à démêler tout ça. Sinon, ça, je pense que c'est quelque chose qui va m'intéresser. Sam Raimi, quand même, qui tourne pas fréquemment, et maintenant plus producteur que réalisateur. Je pense son dernier film, c'était le Doctor Strange... The Multiverse of Madness pour Marvel. Ouais. Revient à ses racines de films d'horreur. Pas un autre Evil Dead. Pas un Evil Dead, non, justement, mais un film d'horreur, la proposition assez originale pour 20th Century Studios. Il décrit ça comme un mélange entre Misery puis Castaway. Alors, c'est 2 personnes qui se retrouvent sur une île déserte. Mais il y en a un qui abuse de l'autre. Ça va tourner à l'horreur. Moi, je sais pas trop. C'est la description qui a été donnée. On n'a pas plus de détails. Mais déjà, comme angle, ça peut être intéressant, je pense. Là, on n'a jamais vu ça. Fait que, à voir. Ouais, puis je suis très curieux de connaître le casting aussi. Je trouve que c'est un film...
C'est drôle parce que dans n'importe quel film, il y a un ou deux personnages principaux qui se distinguent, mais quand il y en a littéralement juste deux, on dirait que ça peut être un beau duo d'acteurs, là, dépendant qui choisit. Donc, le titre, c'est Send Help. Donc, à suivre. On n'a pas de date non plus de sortie ou même de tournage. Là. Je pense que tout ça est en train de se finaliser au niveau de la production puis des ententes et tout ça. Donc, mais moi, ça m'intrigue déjà. Avec moi, c'est un peu le tour des actus. Allons-y, bande-annonce, parce que c'est une semaine fort chargée pour les bandes-annonces. Ça paraît que c'est l'été. Il y a le Comic-Con aussi à San Diego qui arrive, donc j'ai l'impression qu'il va y avoir une déferlante aussi de bandes-annonces dans les prochaines semaines. Mais ouais, gros programme. Ouais, c'est ça. Je vous avais aguiché la semaine passée. 2 femmes en or, là, le petit teaser de 1 minute est disponible là, sur les réseaux sociaux. Puis je pense qu'il va être présenté devant... nos belles-sœurs, qu'on discutera plus tard. Fait que le remake de Chloé Robichaud, écrit par Catherine Léger, dans le fond, qui est, je suis pas très bon avec ça, le film des années 60, justement, à peu près. 70, ouais, de Claude Fournier, ouais. C'est ça? Ouais. Fait que Catherine Léger avait écrit une adaptation pour le théâtre, et là, part de cette adaptation-là, ou bien de l'original pour en faire une nouvelle version, mais qui est ce que je crois comprendre, c'est pas moderne. C'est une take moderne, mais c'est encore dans les années 60-70 que c'est installé. Moi, je pense que oui, c'est ça. Pas... Je pense que c'est juste du point de vue de la femme, finalement. C'est comme on revisite. Fait qu'il y a une petite accroche qu'on voit que les deux femmes cherchent à s'émanciper sexuellement et sortir du joug de la masculinité, joué par Karine Gontier-Heinemann et Laurence Leboeuf. Quand même un bon casting. Ouais, et petite bande-annonce très punchée sur la chanson « Écoute » de Lou-Adriane Cassidy aussi, qui en tout point colle à toute cette image-là, je trouve. Fait que, ouais, très curieux de voir ça. On annonce été 2025, tu vois, contrairement aux Mignons, on n'a pas déjà calé exactement la date, là. Mais ouais, ça risque d'être une des comédies populaires de l'année prochaine, de l'été prochain, assurément. Ouais, je pense pas que ça va être grand public, mais... moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'on vise... Si on sort ça l'été de même, là. Ouais, mais je pense que ça peut être rapidement 13 ans et plus, là. C'est quand même un film sur la sexualité. Oui. Non, c'est pas familial. C'est pas... ça, je veux dire par grand public. C'est comme à un moment donné, c'est pour adultes, là. Ouais. Pas au sens... érotique, là. Ben, j'ai hâte de voir si ça va avoir... ça ira peut-être pas juste comme le film original l'était, mais... ouais, qui était plus dans le maple syrup porn, un peu, là. À suivre. Sinon, dans le québécois, ben, il y a aussi La Petite et le Vieux, qui sortira le 4 octobre. Donc, on a pu voir la première bande-annonce, film de Patrice Sauvé. Moi j'avais capoté sur sa série Grand Ours à l'époque. C'est vrai. Puis il se fait plus rare au cinéma. En fait, dans le cinéma, donné plus dans le film obscur un peu ou plus marginal comme Cheech, entre autres, qui était l'adaptation de la pièce de François Letourneau. Okay. Puis je me rappelle, il a fait un autre film. Il a fait Ça sent la coupe. Ouais, c'est ça aussi, Louis-José Hood. Avec Mathieu Simard, mais tu sais, c'était pas un film grand public nécessairement. Ah non, c'est un film qui avait beaucoup raté sa sortie en salle, malheureusement. C'était un film que je me souviens que c'était comme la promo voulait le vendre comme une comédie vu qu'il y avait Louis-José Hood, mais c'était absolument pas une comédie, c'était vraiment plus un drame avec quelqu'un qui est trop ancré trop accroché au hockey. Fait que ça faisait que les fans de drame sont pas allés parce qu'ils pensaient que c'est une comédie, puis les fans de comédie sont allés mais petit pourri. Fait que ça comme... Ouais, c'est ça. C'est drame parce que le roman est vraiment raté excellent. Sa cible complètement. Mais donc il tourne et signe la réalisation d'une autre adaptation de roman, parce que La Petite et le Vieux est une adaptation de roman de Marie-Renée Lavoie, qui est une autrice originaire de Limoilou. Donc, le film a été tourné en fait, Québec, tous ces romans se situent pas mal dans le coin de Limoilou avec des personnages dignes de là. Et c'était son premier roman. Ils avaient été un succès monstre. Elle avait gagné plusieurs prix, dont le prix de la Relève Archambault, quelque chose de même, quand le film était sorti. Fait que je pense que le film est quand même assez attendu d'après un certain public. Mais là, on est plus justement un peu dans la comédie un peu familiale quand même si c'est un peu cru. Le langage du dit vieux, joué par Gilda Roy, c'est ça. Elle l'accuse un peu, genre ma mère, elle aime pas ça quand on sait qu'elle dit ta mère, c'est pas ma mère. Là. Le scénario est vraiment très punché. Donc, fait que raconte, t'avais-tu noté un peu le. Que Gilda Roy fait ce dit monsieur, Vincent Guillaume Otis et Marilyn Castonguay, les parents de la jeune fille. J'ai oublié de noter son nom, là, premier rôle au cinéma, premier rôle. Juliette Baroucha, quelque chose comme ça. OK. Fait que, écoute.
je sais pas. Là, c'est comme une famille qui vit dans un pauvre, coin, ouais, c'est ça, défavorisé de Limoilou à cette époque-là. Là, je pense que c'était filmé dans Saint-Jean-Baptiste. Ça avait l'air d'avoir des côtes pas mal dans ce film-là. En tout cas, ça se chevauche, ça pour les connaisseurs, les connoisseurs de la ville de Québec comme nous. Et puis donc c'est cette jeune fille-là, je pense de 10 ans, à peu près 10-11 ans, qui va se lier d'amitié avec un vieux monsieur solitaire qui est désabusé de la vie, très cynique et tout ça. Donc leur amitié improbable va leur donner un peu goût à la vie là, en se collant un peu à cette famille-là. Donc, fait que moi j'ai bien hâte de voir. Il faut souligner aussi pour les gens de Québec, c'est produit par Parallax, qui sont des producteurs de Québec, qui avaient fait entre autres Faradar. Ouais. Alors, c'est toujours le fun de voir notre ville quand même au grand écran, puis que les tournages se déroulent ici. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas juste, comme on dit, mettons, chez les beaux-parents, comme on va tourner à Québec pour le Château Frontenac. C'est comme non, c'est une production de la ville de Québec. Qui emploie du monde de Québec et tout ça. Alors, La Petite et le Vieux à découvrir le 4 octobre. Allons complètement. Là, c'est la déferlante des blockbusters. Lequel veux-tu commencer? Sorti plus en début de semaine, Gladiateur 2 de Ridley Scott, le vieux tannant qui est pas tanné de encore des films. Puis il y avait eu beaucoup de promos, pas beaucoup de promos, en tout cas, ça a passé de... voyons, j'ai oublié son nom. Lui qui jouait dans le premier film. Là, Russell Crowe? Oui, c'est ça, Russell Crowe, qui a dit « Arrêtez de me parler de Gladiator 2, mon personnage est mort, je suis pas au courant de rien, je le sais pas. » Puis il dit « Je suis allé il y a pas si longtemps, quelques temps, en vacances, sur une île, l'autre bord, puis j'ai vu qu'il avait recréé tout le Colisée, puis je trouvais ça vraiment bizarre, puis tant mieux s'il y a une idée, mais tu sais, j'ai rien à voir là-dedans, puis blablabla. » Fait que ça fait de la promo pour le film quand même. Ouais. Grosse bande-annonce de genre 3 minutes. On avait précédemment annoncé le casting. Paul Mescal, qui va jouer le personnage principal, qui est comme... Il se retrouve à être le fils de Maximus. Je pense que c'est Non, c'est ça. C'est le fils de l'impératrice. Oui, c'est ça. Puis il trippe sur Maximus. Il le voit comme un héros un peu et tout. OK, c'est ça. Je sais pas si on va faire référence au l'espèce de je suis pas le César, là, mais celui qui était joué par Joaquin Phoenix. Dans la bande-annonce, c'est des images d'archives du premier film. Fait que je sais pas si ça va être intégré vraiment. Et on ajoute, en tout cas, là, il y a Pedro Pascal, Denzel Washington, qui fait un rire exactement comme dans Training Day, là, qui a l'air d'être le genre de personnage un peu ambigu, méchant, un peu filou là, entre les deux, pour qu'il va vouloir arriver à ses fins à lui. Ouais. Puis c'est Jack Quinn, c'est ça, Joseph Quinn, qu'on vient de voir dans Quiet Place. C'est lui qui fait comme le jeune empereur, mettons, là, avec la face blanche. C'est ça, c'est ça. Son visage me disait quoi, mais je le replaçais pas. Alors, fait que voilà, puis là, il a l'air d'avoir des grosses scènes de bataille, de navires qui attaquent encore plus grosses que dans Napoléon, puis tout. Fait que je pense que tout l'argent du monde est là-dedans. J'ai comme vu un truc passer, mais ça faisait trop longtemps par rapport au premier film, mais que finalement... Ridley Scott avait enfin pu mettre ses rhinocéros dans l'arène. Là. Fait que je sais pas si c'était un souhait dans le premier film qui avait pas le budget. Mais là, il y en a. Là, il y en a. Là. Fait que je vois ça passer. Fait que, fait que ça a donné à la Fast and Furious un trailer de 3 minutes et demie. Il faut que je montre un peu toutes les annonces, tout ce qui va se passer. Puis c'est comme, on a hâte de le voir, le film, Ridley. Là. Pas besoin. C'est pas juste lui, mais... la production, là, pas besoin de tout mettre les spoilers tout de suite dans le film. Je pense qu'il voulait en mettre plein la vue pour donner le goût. Mais c'est cool pour... Pedro Pascal est dans tout, puis c'est le nouveau Capitaine Fantastique, là, comment il s'appelle, Monsieur Fantastique et tout, fait que c'est une face qu'on aime, qui va être un peu mi-gentil, mi-méchant, pas trop clair exactement là-dedans, mais Paul Mescal, lui, qui était plus un chouchou là, des films indépendants américains et du Royaume-Uni et tout. Là. C'est un Irlandais, il me semble. Un Écossais, un Irlandais, je me souviens plus. Puis, fait que là, c'est un des hot shots qui là, va avoir son big break dans un très gros film. Voilà, fait qu'à découvrir le 22 novembre. Ouais, juste avant le Thanksgiving. 2. Et tout frais du jour, on enregistre vendredi, nous autres, Captain America Brave New World, donc le meilleur des mondes au Québec. Premier teaser c'est du Marvel. Il va y avoir 3-4 bandes annonces au fil du temps. Ça sort le 14 février. Fait que c'est maintenant c'est pas Sam Jones. Anthony Mackie. Ouais, c'est Sam Wilson. Le Captain Falcon. Ouais, c'est ça. C'est juste Falcon ou c'est Captain Falcon? C'est Falcon. Ouais, Captain Falcon, c'est des F-Zero Grand Prix, les jeux Falcon Punch. Ouais, c'est ça, qui est rendu le nouveau Capitaine America, mais que là,
Harrison Ford, qui est quoi, un genre de... C'est le général Thaddeus Ross, qui est interprété par William Hurt dans les autres films. Mais vu que Hurt est décédé, alors c'est Ford qui le remplace. Fait on n'est pas clair, là. Lui, il est... En fait, lui, là, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est que le général est maintenant devenu le président des États-Unis. Il veut convertir Captain America en agent ou propriété des services militaires et tout ça. Donc, évidemment, il va y avoir son un agenda clash. secret. Bien sûr, bien sûr. Donc, on sent qu'on retombe plus dans le style du Captain America Winter Soldier, soldat d'hiver. Ouais, plus dans l'espèce d'espionnage, puis de l'intrigue politique, puis du jeu de coulisses, tout ça, ce que moi j'adore. Honnêtement, Winter Soldier est parmi mes préférés. On peut voir à la toute fin, évidemment, l'apparition du Red Hulk, le Hulk rouge. Il est sur le teaser poster aussi. On voit les gros doigts rouges qui ferment le bouclier. Là. Qui, dans la bande dessinée, est le général Ross. Alors là, est-ce que ça va être lui, Harrison Ford, qui se transforme en Hulk ou quelqu'un d'autre? Évidemment, ça va rester secret jusqu'à la toute fin. Mais on sait que Marvel, des fois, aime jouer avec leurs propres histoires en mettant des petits spins. Mais ça pourrait être très intéressant de voir Harrison Ford se transformer en Hulk. Et on ramène aussi quand même Liv Tyler, qu'on n'a pas vu, mais qui va être dans le film. Qui joue le même personnage que dans le Hulk avec Edward Norton. Oui, tout à fait. Donc, on lit tout ça ensemble. Fait que moi, j'ai bien hâte de voir. Puis le nouveau, comme je disais que Paul Mescal est partout, Giancarlo Esposito aussi est partout. Puis là, il est dans un rôle comme un peu plus jeune, de genre tueur d'élite qui a l'air de courir après Falcon. Oui, donc on ne connaît pas encore l'identité, alors ça va être à suivre, à découvrir. Fait que intéressant. Sinon, Formula One aussi. Oui, je ne l'ai même pas noté. Ouais, c'était sorti comme le samedi dernier, je pense. Moi, on l'avait tout juste raté. Je pense que c'était le lendemain ou dimanche. En tout cas, bref, parce qu'on avait parlé de ce budget qui explose. On dit comme à 300 millions de production d'Apple. Donc, ils ont les poches pleines, mais quand même. Réalisé par Joseph Kosinski, qui avait fait, entre autres, Tron Legacy. Sur Top Gun Maverick. Puis Top Gun Maverick aussi, c'est ça. Écoute, ça a l'air quand même spectaculaire. Vraiment, faut leur donner. Est-ce que on va apprendre que finalement Pitt, c'est un décor virtuel? On ne sait pas trop parce qu'on le voit vraiment des gros plans sur lui en train de piloter avec des voitures en arrière et tout ça. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Ça va être... ils ont peut-être fait un peu à la Top Gun, justement, une espèce de voiture modifiée que lui il est en arrière, mais tu penses qu'il est en avant. Là. C'est ce qu'il faisait un peu avec les avions. Là, c'était des vrais avions, mais c'était pas Miles Teller qui conduisait l'avion, là, qui pilotait l'avion. Là. Ouais, fait qu'une voiture améliorée. Fait qu'à voir. Donc, Brad Pitt qui joue une espèce d'ancien champion de Formule 1 qui va travailler avec une écurie pour essayer de développer plein potentiel d'un nouveau poulain. C'est quand même un peu drôle parce que est-ce que vraiment un Américain qui s'est démarqué dans l'histoire de la Formule 1? Je pense pas, mais je connais tellement pas ça. J'en connais peu. En Amérique du Nord, tu as eu Gilles Villeneuve puis Jacques Villeneuve, mais en dehors d'eux, j'ai jamais... C'est des Britanniques, c'est beaucoup des Européens. Ça vient de l'Europe, là, la Formule 1 aux États-Unis, c'est vraiment du NASCAR. Fait que, peut-être qu'on va apprendre qu'il est canadien, finalement, le personnage de Pitt. Il y a ça que je trouve qui est quand même un peu drôle. Peut-être qu'il va être italien puis il va ressortir son Buongiorno de Inglourious Basterds. Ça serait vraiment hot. C'est l'univers connecté. Là, donc, à découvrir celui-là, Formule 1, pour les amateurs de films de course. Y a une date précise? Oui, 27 juin. Ah, OK. Donc, je savais 2025. Que c'était été 2025, mais 27 juin. Puis, puis on n'a pas regardé, c'est ça, mais je me souviens pas, Gilles Villeneuve. Lui, il sort quand? Mais c'est peut-être plus à l'automne. Ouais, mais ça que c'était Noël. Moi-même, j'avais vu Noël 25. Fait que... Mais à confirmer, éventuellement. Fait que grosse année de film de char. S'ils sont moindrement marketing, ils vont mettre une bande-annonce de Gilles Villeneuve à temps pour Formule 1. Là. Mais exact. Ça restera à suivre. Allons-y pour les sorties de la semaine. Oui, commençons. Commence en chanson. En chanson, d'accord. Avec Nos belles sœurs, donc, de René Richard Cyr. Ouais, premier film pour René Richard Cyr. C'est comme, même moi, j'ai comme revérifié. Puis ben non, il n'a jamais réalisé. Il a joué dans des films, il a metteur en scène, il a joué des rôles, il a joué partout, mais il n'avait jamais réalisé un film. Ça met en vedette, écoutez, tout le bottin de l'UDA, Geneviève Schmidt, Guylaine Tremblay, Anne-Elisabeth Bossé, Ariane Moffat, c'est un de ses premiers rôles. Debbie Lynch-White, Véronique Dicker, Valérie Blais, Pierrette Robitaille, Diane Lavallée, Jeanne Bellefeuille, un premier rôle. Ça, c'est juste les actrices, si on veut, parce qu'il y a des comédiens aussi un petit peu au travers de tout ça. Des petits caméos qu'on voit,
On est à Montréal, juste avant les années 70, et il y a une mère au foyer qui gagne un fameux concours de timbre, donc joué par Geneviève Schmidt, Germaine Lauzon, qui, c'est comme quand tu vas à l'épicerie, il y a encore ça des fois dans les IGA, ces affaires-là, là, tu gagnes des petits timbres, tu mets ça dans ton carnet, puis là, quand tu en as assez, tu peux avoir des poêlons, des affaires de même. Bon, ben là, c'était une époque, c'était comme un gros magasin où tu pouvais avoir un divan, puis plein d'affaires. Puis elle gagne le fameux concours 1 million de timbres, fait que c'est au lieu d'avoir de l'argent, elle gagne des timbres, fait qu'il faut qu'elle les colle toutes, puis après, elle peut les échanger, ses livrets, contre toutes ces choses. Fait que ce soir-là, elle dit, ben, j'invite toutes mes belles-sœurs, mes voisines, puis mes amis, vous allez m'aider à coller tous les timbres, parce que on célèbre le fait que j'ai gagné. C'est un peu ça. C'est une pièce écrite par Michel Tremblay dans les années 60, donc qui était contemporaine à l'époque, qui a été reprise à peu près à toutes les décennies, quasiment. Il y a eu une nouvelle grosse mouture, sans compter tous les autres théâtres un peu plus amateurs et d'écoles secondaires, toutes les affaires, là, mais des grosses productions officielles, mettons. Puis il faut dire, à l'international aussi, oui, c'est une des pièces les plus traduites jouées. Et c'est tout, fou, ouais. Fait que, puis, en 2010, René Richard Cyr a pris d'assaut le mandat d'en faire un musical, qui lui aussi a joué partout dans le monde, et c'était Daniel Bélanger qui faisait la musique. Puis là, ben, la tournée a terminé, et à partir de 2019, c'est la productrice Denise Robert qui a dit « Je veux que tu me fasses ça en film », fait qu'ils ont commencé à déposer, etc. Il y a eu la pandémie, et là, il arrive avec le film, encore la musique de Daniel Bélanger qui a retravaillé, il y a un nouveau casting, comme je vous dis, puis c'est René Richard qui s'est entouré de costumiers, voyons comment ça s'appelle, direction photo et tous des gros noms du Québec pour faire tout ça et mener ce projet d'ampleur-là qui est un comédie musicale, théâtre musical si on veut, mais qui est quand même reparti de l'œuvre originale et non pas de la dernière adaptation qu'il avait faite. Puis, je voulais juste comme mentionner que ça chante pas tout le temps, ça chante comme un peu dans les... j'ai oublié comment on appelle ça, mais tu sais, quand tu veux raconter quelque chose qui s'est précédemment arrivé ou qu'est-ce que les gens pensent, mettons, là, ça va être un peu mis en chanson, mais il n'y a pas de grandes chansons dans le cœur du film, c'est-à-dire quand ils sont dans l'appartement et qu'ils collent des timbres, ben là, eux, ils se mettent pas à danser puis à chanter. C'est plus on n'est pas dans Les Misérables. Les paraboles, un peu, qui sont plus chantées, si on veut. Fait que ce n'est pas effectivement une comédie musicale. René Richard Cyr le qualifiait lui-même à l'époque de théâtre musical. Donc, effectivement, il y a peut-être 4-5 extraits vraiment où on est dans des numéros un peu plus éclatés, mais ça ne fait pas partie de l'intrigue principale. Je pense que la meilleure comparaison, puis j'aurais été curieux de lui en parler, c'est un peu la série télé Glee. Je ne sais pas si tu as déjà écouté Non, Glee. j'ai jamais écouté. Okay. Mais c'était un peu ça, où tu es dans le quotidien de ces ados du secondaire et tout ça. Mais quand ils partent un peu dans leur monde, dans leur bulle, dans leur tête, là, tu avais un gros numéro de chant puis de danse et tout ça. Fait que c'est un peu comparable à ça. Fait que n'ayez pas peur. Justement, si vous dites comédie musicale, moi, ça m'intéresse pas trop. On n'est pas là-dedans, loin du tout. Là. Non, puis en tout cas, c'est pas des très longues chansons quand il y en a. C'est du Daniel Bélanger. Mais écoute, ça ressemble pas à Sèche tes pleurs, là, mais je veux dire, c'est un très bon musicien, compositeur, d'arriver à faire chanter du drôle et du plus dramatique. Moi, c'est une histoire que je ne connaissais pas. J'avais jamais lu, jamais vu. Je savais que ça existait. Là. Ouais. Puis j'ai été quand même surpris par le dénouement du film et la tournure du film. Je pensais que c'était une espèce de feel-good 100% hop joyeux, mais à un moment donné, ça s'effrite un peu, si on veut. Ben, écoute, on reste très ancré dans l'univers de Michel Tremblay. C'est les thèmes qu'il exploite depuis longtemps et dans les tons, alternant souvent entre humour et optimisme et tragédie et tristesse aussi, avec des personnages très écorchés par la vie. Là. Mais moi, j'ai trouvé le rendu visuel vraiment très beau. C'est un très beau film. Oui. René Richard Cyr m'a vraiment épaté, honnêtement, pour une première réalisation. Je n'ai pas vu la comédie, le théâtre musical de l'époque. C'est dur de comparer, mais j'étais quand même curieux. Puis, on sent quand même un certain huis clos, un certain aspect théâtral. C'est normal, ça va avec la pièce. Oui, mais il réussit quand même à rendre le tout très dynamique, très visuel quand même aussi. Et la DA est fantastique. On est vraiment plongé dans cette époque-là. C'est tellement bien recréé, les costumes, les accessoires. Et même le parler de Michel Tremblay, je trouve
qui fit bien, ça passe bien à l'écran, et surtout avec ces comédiennes-là qui font un travail formidable. Il y a le personnage là. Aussi de Valérie Blais, là, qui est comme qui parle super... français. Elle essaie d'élever son statut social en parlant encore mieux, mais dans le fond, ça empire les choses. Là. Mais je trouve aussi... Moi, je trouve que c'est fait tout en finesse. C'est sûr que, comme on dit, quand Germaine, elle s'imagine tout ce qu'elle va pouvoir s'acheter ou recevoir avec ses timbres, etc., ben oui, il y a un peu un défilement d'objets de ces époques-là ou de ce qui était le luxe à ces époques-là. C'était pas donc les commodités de tous les jours, mais c'était l'espèce de vase en verre soufflé puis des affaires qui ont l'air rétro-futuristes, là, machin. Là. Fait que... Là, il y a un peu un étalement de tout ça, mais sinon, je trouve que le film est très modeste dans son approche au côté nostalgique de cette période-là. C'est-à-dire que, comme en entrée de jeu, on parlait de Deux femmes en or, que je disais, je pense que ça va être comme, ça se passe encore dans les années 60, mais c'est un regard moderne là-dessus. C'est un peu ce qui arrive dans l'histoire, c'est qu'on réalise comme, ça fait 60 ans que ça s'est passé, à peu près 50, 60 ans, mais il y a des choses qui ont évolué. Puis il y a des choses, c'est toi qui le mentionnais, qui sont exactement au même problème, l'espèce de menterie, d'une gêne à parler de certaines affaires par rapport à la sexualité, à une certaine liberté d'opinion et de choix. Ouais, c'est ça. Alors, ça demeure très d'actualité. Et écoute, je l'aurais dit encore, les comédiennes font un boulot magnifique. Geneviève Schmidt crève l'écran dans un rôle quand même c'est assez iconique qu'elle fait sien. Et moi, la révélation, c'est la jeune Jeanne Bellefeuille qui joue la fille de Germaine, Linda. Elle est incroyable. Je pense que c'est un visage qu'on va voir assez souvent. Je pense qu'elle a déjà le truc un peu pour la télé, là, mais je pense qu'elle va... on va vraiment apprendre à la connaître. Là. Elle est d'un naturel fantastique dans un rôle assez... avec du torque là, quand même. Oui, puis on utilise bien aussi tout le monde. Elle a fait tout, là, finalement. Elle a des scènes chantées aussi, une bonne scène avec Véronique Dicker et tout, tu sais. Puis, tu vois, Dicker, elle sait bien faire les deux, fait qu'on l'utilise autant pour jouer que pour chanter très bien. Ouais. Ariane Moffat, on l'utilise un peu dans un support comique qu'elle arrive à très bien rendre, puis quand elle a à chanter, ça va très bien, mais c'est un personnage plus secondaire. Puis, il y a ce côté-là. Après notre visionnement, moi, j'étais comme, il y a des affaires que je trouve que, tu sais, Anne-Élisabeth Bossé, je l'adore comme comédienne et tout, mais je suis comme, elle chante pas si bien que ça, là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, c'est un peu audacieux tout ça, mais en discutant avec l'équipe, avec René Richard, elle dit non, mais c'est ça justement, c'est que ces femmes-là sont des mères ordinaires. Là. Je sais que l'expression a pris une tournure différente avec Bianca Lompré, mais c'est ça, ce sont des mères ordinaires de foyer, d'une début trentaine, avec 2-3 enfants jusqu'à 40 ans. Fait que leur imagination, c'est quand même elles-mêmes qu'elles l'ont, donc elles ont leur propre limitation. Tu sais, elle fausse pas, là, elle a eu un coach vocal, puis tout est beau, puis c'est pareil pour Guylaine Tremblay, etc. Mais elles-mêmes, elles nous contaient qu'elles étaient nerveuses. Geneviève Schmidt aussi, elle dit comme je chante bien dans ma douche, là, puis dans mon char, mais après, à côté des autres grandes pointures, c'est plus tough, tu sais. Puis, fait que bref, c'est qu'il y a ça, c'est pas mauvais, c'est juste qu'il y a certaines affaires, t'es comme, hey, c'est pas des grands danseurs d'une production de fou, mais il y a un certain réalisme à tout ça, finalement. T'sais. Ah, tout à fait. Et peut-être aussi que même ces dames-là ont de la misère à rêver à autre chose. Donc, même quand elles rêvent à elles-mêmes qui dansent ou qui chantent, ils ont leurs propres limitations par rapport à elles-mêmes. Toi, tu me souviens que ça venait un peu dans les critiques. Moi, honnêtement, ça a passé comme du beurre. J'ai vraiment embarqué dans cette proposition-là. Et mais c'est ça, j'ai quand même adoré le film. C'est juste que des fois, je glitchais là-dessus, mais non, sérieux, allez voir ça. Je pense que c'est un beau film. Vous allez rire, vous allez être ému par moments aussi. Il y a des moments très touchants. Et je pense que c'est accessible aussi un peu à tout le monde. Fait que, il faut y aller avec vos ados aussi. Je pense que ça va être intéressant. Un peu comme dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. C'est comme notre mémoire collective, c'est notre histoire. Je trouve que c'est important qu'on nous voit à l'écran, qu'on représente cette époque-là pour ne pas oublier aussi tout le chemin parcouru. Quand tu vois les femmes faire leur devoir conjugal et être pris à la maison, puis de torcher, puis de faire le ménage, faire les lunchs, puis de ne pas avoir d'être pas émancipé. Écoute, même à un moment donné, Anne-Élisabeth Bossé, c'est elle qui signe avec le nom de son mari, parce que c'était comme ça la convention. Madame, le nom du monsieur, là, Madame écoute, Patrick Marleau. Là, c'est 60 ans, là, c'est pas si loin que ça. Là. Fait que c'est... Moi, en tout cas, ça me fascine toujours de voir notre histoire à l'écran, mais au-delà de ça, vraiment, moi, j'ai trouvé que c'est un très bon film. J'ai passé un bon moment
Donc, nos belles-sœurs, vous ne serez pas déçus. On a eu l'occasion, justement, là, on l'a spoilé un peu, de discuter avec René Richard, avec Denise Robert, la productrice, et avec 3 comédiennes, Anne-Élisabeth Bossé, Guylaine Tremblay et Geneviève Schmidt, qui est la tête d'affiche. L'épisode est déjà en ligne, là. Peut-être que vous l'avez vu dans le feed, je l'ai mis en ligne hier, vu que le film prenait l'affiche jeudi le 11 dans la plupart des cinémas en soirée et tout, fait que j'ai déjà mis ça en ligne, zip-zap. Ah oui, puis on vous invite à aller écouter, puis ça a été vraiment une belle conversation super intéressante où on a abordé vraiment tous les aspects de la production du film. Là, donc, ouais, c'est ça. Ouais. Puis je me souviens que même avec les comédiennes aussi, à un moment donné, on a rappé parce que c'est comme, ouais, là, ça peut pas durer non plus 1h20. Puis là, il fallait les libérer, mais j'aurais pu parler à jamais. Là. Tout le monde en tout cas, tout le monde était vraiment fin et fine, je dirais quasiment. À part René Richard, c'était toutes des dames. Voilà pour les belles-sœurs. Ouais. Écoute, veux-tu rester dans la même période? Ou oui, j'allais rester dans la comédie un peu. Dans les années 60. Donc, Fly Me to the Moon de Greg Berlanti. Ouais, réalisateur plus ou moins connu. Là, qui a fait, plus de télé, beaucoup, mais... Ouais, je sais que j'ai entendu parler un peu du film Love, Simon, il y a quelques années qu'il a sorti ça, mais j'allais voir son CV télévisé, c'est quand même assez impressionnant. Écoute, il a débuté avec les Dawson's Creek, fait que c'est quand même un vétéran. Ah ouais, ok. Non, c'est pas un genou. Puis récemment, quand même travaillé sur Riverdale, EU, une série que moi j'adore beaucoup. Fait que, non, c'est ça, assez chevronné. Bon, ça met en scène Scarlett Johansson, qui est également coproductrice du film, Channing Tatum et Woody Harrelson, pour nommer les faces les plus connues. On est en 69, juste avant le fameux décollage de Apollo 11, qui sera la mission succès qui va réussir l'alunissage. Mais on est quelques mois avant tout ça, où la NASA a eu des dérailles et a de la misère à se faire financer par le gouvernement américain. Alors, Woody Harrelson, qui est comme un super haut placé, va aller chercher les talents du personnage de Scarlett Johansson, de Kelly, qui est comme une vendeuse émérite, si on veut, qui fait des pitchs de vente pour des campagnes publicitaires, puis aller chercher des gros clients puis des subventions. Fait qu'elle se fait apporter à la NASA pour dire « Rends sexy la NASA, vends notre projet, il faut que tous les Américains trippent sur NASA et les astronautes américains, parce qu'on se rappelle aussi qu'on est en contexte de guerre froide et qu'on veut battre l'URSS et les communistes qui cherchent à gagner cette course-là dans l'espace. » Tatum, lui, agit en tant que directeur des opérations, dans le fond, pour la NASA. Et lui, est plus, c'est un ancien militaire, un ancien pilote qui est plus by the book. Puis c'est comme, ben là, l'important, c'est la science puis nos avancées. On s'en fout du marketing puis toutes les autres affaires parce qu'elle va se mettre à engager des doublures parce qu'il dit, OK, tu veux pas faire d'entrevue, ben je vais engager un beau gars qui va faire les entrevues à ta place puis tout. Fait que ça les choque un peu là-dedans. Donc, on va glisser sur cette trame historique-là, une rom-com un peu au travers de ça, parce qu'on a 2 beaux personnages sexy, fait que c'est sûr qu'il va y avoir un jeu de chat et de souris et de séduction un peu entre les deux au travers de tous ces événements-là. Et surtout, on ajoute le fameux mythe de est-ce que l'alunissage était faussement filmé par Stanley Kubrick, entre autres. Fait que là-dedans, on parle pas de Stanley Kubrick, mais on fait un clin d'œil, mais c'est pas lui, mais on demande éventuellement de dire faut filmer un faux alunissage parce que si ça va pas bien, l'important c'est gagner un peu la guerre froide, fait qu'il faut quand même qu'on le présente comme si ça soit simulé exactement, que ce soit un succès, etc. Fait que ça va créer un enjeu dans tout ce beau monde-là. Fait que tout ça nous donne une espèce de comédie romantique sur fond historique. Probablement, je sais pas si tu as fait des recherches, mais probablement que je sais pas si c'est des personnages qui ont vraiment existé ou pas du tout. Là, à c'est part ça que je pense. Les 3 astronautes, oui, c'est ça. Évidemment. Mais... fait que juste pour comme nous remettre. Fait que quoi de très intéressant tout ça. Voilà, je peux te passer un peu le micro, mais c'est drôle, on regardait ça, on était comme, quand est-ce que ça s'est passé cette affaire-là? Puis on approche du 55e anniversaire de l'alunissage. Effectivement, c'est pas pour rien qu'on sort ça cet été, probablement. Bien que c'est un film, là, en fouillant, qui était quand même en gestation depuis un certain temps. Mais avant d'aller dans les fun facts, écoute, moi, j'ai bien apprécié. Je trouvais la prémisse vraiment originale. C'est dur de réinventer la roue là, pour les comédies romantiques. Dieu sait qu'il y en a eu puis qu'il y en a tellement. Fait que je trouvais que cette idée-là, dans le contexte de l'histoire et de la NASA, puis Apollo, je trouvais que ça fonctionne bien. Je trouve que c'est intéressant. Puis au-delà de la comédie romantique, l'histoire est assez captivante, je pense, pour le spectateur. Mais je pense que la force, évidemment, c'est Scarlett Johansson qui brille. Tout est mis sur elle, pour son personnage, mais
on dirait qu'elle fit dans cette période-là. Ouais. Écoute, c'est d'un naturel fou. Tatum, c'est pas mon acteur préféré, je trouve correct, mais je suis pas sûr si c'est lui que j'aurais pris ultimement. Mais tu sais, ça passe entre les deux, là, tu sais, le courant. Ah, tout à fait. Mais j'écoutais le film, j'étais là, je sais pas si un petit Paul Rudd aurait pu faire aussi, mais il est un peu plus farceur. Ouais, des fois, ça. parce que ce qu'il avait besoin avec Tatum, c'est son, pas la danse, mais son côté stoïque, un peu ça, là-dedans, là, justement. Donc, mais ceci dit, ça, c'est juste trouver des petits poux. Mais c'est ça. Donc, on est vraiment dans la comédie, dans la pure tradition pour les plus vieux et vraiment plus vieux, mais des Katharine Hepburn puis Spencer Tracy des années 50, là où c'est vraiment deux personnalités un peu fortes à l'opposé qui vont évidemment tomber en amour et tout ça. Là, fait que, mais c'est efficace, c'est bien. Oui, puis il y a un running gag d'un chat noir là, qui est un peu errant dans tous les gros locaux de la NASA que lui voit comme une espèce d'élément de malchance. Il faut se débarrasser du chat, mais le chat va revenir à certains moments à aider ou nuire. Voilà. Puis tu comprends aussi que le personnage de Harrelson est comme au-dessus de toutes les autres. Fait que c'est un peu un Joker qui vient perturber le bon déroulement des affaires, si on veut. C'est ça. C'est toujours le mythe du personnage du gouvernement. Un peu le blowjob, là. Ouais, c'est ça, le gars secret, mais qui arrive contrôle tout le temps tout seul dans des avions nolisés, puis il est comme non, tu vas me faire ça de même, pogne un scotch, puis il s'en va. Là. Mais j'avoue que j'ai bien apprécié aussi la direction artistique. Je trouvais que l'époque est bien recréée et tout ça. Fait que si vous voulez quelque chose de vraiment léger, allez-y amplement. Puis c'est un genre qu'on voit moins au cinéma aussi. Fait que moi, je trouve ça le fun quand même que ça revienne. À une certaine époque, il y en avait beaucoup. Là, avec Meg Ryan, Julia Roberts, qui était la reine des Mais quand tu rom-coms, prends un You've Got Mail, par exemple, qui est un des classiques américains contemporains, c'est juste comme sur la rom-com. Oui, c'est des propriétaires de librairie, puis tu t'en parles un petit peu, puis là, est-ce que le gros va manger le petit, puis etc. Mais là, ici, c'est un peu pour ça que le film dure, ça peut être une des critiques, qui dure 2h12 à peu près, ce qui est comme un peu long pour le genre, mais c'est parce qu'il y a une grosse notion de la période historique, puis pour que aussi toute cette course à l'espace, oui, on le sait que l'alunissage va réussir, puis ils vont revenir, là, mais que ça soit quand même excitant et un peu stressant là-dedans, ben, t'as besoin de nous mettre un peu de contexte de science, puis d'argent, puis c'est quoi les difficultés un peu là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça qui va ajouter un peu de temps d'écran, mais finalement, c'est pas inutile. On dirait qu'au début du film, j'étais là, il reste 1h30, je sais même pas qu'est-ce qu'ils vont faire, puis à un moment donné, j'ai regardé, puis c'est comme, il reste 20 minutes, puis c'est fini. Non, ça a super bien passé. Ouais, il n'y a pas de longueur, honnêtement. Je l'attendais un peu avec une brique puis un fanal de dire, bon, qu'est-ce que vous avez de si intéressant à dire? Ben, ouais, c'est sans faute là-dessus, tu sais. Non, puis je suis d'accord, puis tu sais, tu l'as dit aussi, c'est l'aspect romantique, oui, elle est présente, elle est un peu au cœur du film, mais ce n'est pas que ça. Il y a quand même beaucoup de chair alentour, puis moi, c'est ce que j'ai effectivement apprécié aussi. Ben, c'est comme s'il y a certains moments où tu comprends que c'est un peu flou combien de temps s'écoule, mais elle doit être là quand même plusieurs mois. Puis il y a des gros moments que c'est comme, ils n'ont pas le temps de se séduire. Là, parce qu'elle, il faut qu'elle vende le pitch, puis qu'elle aille comme, séduire, entre guillemets, un sénateur pour qu'il donne l'appui, pour que blablabla. Puis pendant ça, là, lui, il arrive toujours pas à réussir leur simulation d'alunissage. Fait que, c'est comme, pendant ce temps-là, on va pas se dater, là. Faut travailler, tu sais. Fait que c'est pour ça que le tempo avance. Fait que, bref. Et d'ailleurs, moi, je faisais ma petite critique de Tatum, mais ce n'était pas le premier acteur qui devait jouer dans le film. Ouais, j'imagine qu'il y avait plusieurs faces. C'est-tu un genre de Miles Teller ou quelque chose? Non, il y a une différence d'âge quand même. Le film a été... en fait, je pense qu'il y avait eu le feu vert pour entrer en production en 2019. OK. Et c'était Chris Evans. Ah, OK, oui. Que j'aurais très bien vu, donc ça aurait été un peu la réunion Captain America Black Widow. Oui, sauf que ça aurait fait oui, c'est vrai, mais ça aurait fait un peu là, déjà Tatum, mais il est en forme là, puis moi j'étais comme OK, le gars il mange genre des grilled cheese du snack bar tout le temps, c'est tout à ce coteau-là. Puis il est bien shapé avec ses petits polos serrés colorés. Là. Puis je suis comme, Evans, il est encore plus gros. Je suis comme là. Et c'était Jason Bateman qui devait réaliser le film. OK. Et ça, j'aurais été curieux de voir un peu son spin. Parce qu'il y a vraiment un humour assez particulier. Mais as-tu réalisé quelque chose, finalement? Il a réalisé... Des séries télé, il a réalisé beaucoup d'épisodes d'Ozark. Au cinéma, je ne crois pas qu'il y ait
tourner un film encore pour l'instant. OK. Mais fait que ça va être intéressant, mais justement, il y a eu des divergences artistiques en cours de route, ce qui fait que finalement, il a décidé de quitter le projet. Et lorsqu'il a quitté le projet, le temps de trouver un autre réalisateur, Chris Evans était pris sur un autre projet. Alors, c'est pour ça que c'est désisté du tournage. Fait que voilà. Fait que non, honnêtement, Fly Me to the Moon, bonne petite comédie léger. C'est ça. Et c'est le 16 juillet qu'on va célébrer le 50e anniversaire du décollage d'Apollo 11. Dans quelques jours. Ouais. Et t'as sûrement pas vu ça, mais c'est pas les premiers films qui parlent de l'alunissage et de la course à l'espace. Mais en 2015, un film quand même moyen, mais qui s'appelait Moonwalkers. Je sais pas s'il était sorti au Québec ici. C'est avec Ron Perlman puis Rupert Grint. Quand Rupert Grint a commencé à faire des films autres que Harry Potter là, pour sortir de Ron. Puis on est dans les années 60, en 69 à Londres, mais c'est un agent de la CIA, donc même principe, Perlman, mais qui arrive, puis il pogne le manager. Je me souviens plus pourquoi, mais Rupert Grint est le manager d'un band rock, puis il est comme, toi, faut que tu me gères. Puis là, je me demande si c'est pas même avec Stanley Kubrick. Faut que tu gères le tournage de ça. Puis il y a beaucoup de sexe, drogue et rock'n'roll au travers de tout ça à faire un faux film. Fait que ça joue sur ce mythe-là. Je me souviin plus si c'est au cas où ou réellement tout ça est faux. Là. Je me souviens plus. C'était une comédie de 2015 que j'avais vue amener pas par accident, là, mais genre sur plateforme de streaming que j'écoute. Rupert Grint m'a essayé ça. Puis, je ne connaissais pas. C'est curieux de voir ça. Mais sinon, beaucoup d'autres films. On parlait de ça il y a quelques années. Ils ont comme tout restauré des images d'archives du film Apollo 11, en fait. Je me demande, c'est peut-être pas pour le 50e. C'était peut-être ça. Ça aurait du sens que ce soit en 2019. 2018-19, juste avant. Ouais. Fait que ça doit être ça. Que j'ai pas vu. Là. Je sais que c'était sorti en 4K dans les cinémas et tout. Fait que, non plus, j'ai pas vu. J'avais pas eu l'occasion. Puis, mais ça, on le sait pas. Je me demandais justement, à un moment donné, il y a vraiment le décollage là, dans Fly Me to the Moon d'Apollo 11. Puis là, il y a beaucoup de grains sur l'image, mais en même temps, c'est de très bonne qualité. Fait que je sais pas s'ils ont juste recréé et simulé ou si c'est des vraies images qui justement ont été retravaillées puis qui ont pu utiliser. J'avoue que j'ai pas trouvé cette information. En tout cas, ça a l'air bien si c'est le cas. Oui, tout à fait. Mais puis je l'ai pas mentionné, mais Fly Me to the Moon, c'est Emmène-moi sur la Lune au Québec. Et en France, c'est To the Moon. Voilà. Parce que Fly Me, c'est trop compliqué. Mais je suis pas mal sûr que s'il y a un podcast français et qu'il aime ça voir que nous, on appelle détestable moi et non pas moi moche et méchant, et etc. Ils doivent autant rire de nos noms que nous, on rit des leurs, mais bon. Puis c'est quoi, Inside Out, c'est vice-versa en France? Ouais, nous, sans dessus-dessous. Fait que bon, ceux-là, c'est comparable. C'est juste des... Tu prends l'expression française équivalente, mais quand tu gardes le titre anglais, mais que tu fais juste changer des affaires... Ouais, c'est ça, là, c'est un demi-titre anglais. Là, exactement ça. C'est toujours... J'accuse. Alors, allons dans le thriller. Ouais, on avance de 30 ans. Oui, avec Long Legs de Osgood Perkins. Ouais, dit Oz Perkins. Qui, en passant, c'est le fils d'Anthony Perkins. Oui, j'ai oublié de noter, c'est ça. Et Anthony Perkins, on le rappelle, c'était le Norman Bates. Ouais, Norman Bates dans Psycho, là, le pas fin. On est en Oregon dans les années 90, donc bien avant les cellulaires et l'utilisation très active d'Internet et des technologies. On va suivre une agente du FBI qui va rentrer tranquillement dans une grande enquête à la recherche d'un espèce de tueur en série qui s'appelle Longlegs, qui tue des familles et qu'on va rapidement connecter que il y a souvent une fillette qui est sur le bord de célébrer son anniversaire dans 8 puis 10 ans qui est impliquée dans ces meurtres-là sauvages où comme le père de famille tue tout le monde puis ce genre de trucs-là. Fait que là, en tant qu'un peu nouvelle agente, elle se retrouve dans cette affaire-là et se retrouver un petit peu connectée là-dedans parce qu'elle-même, elle a des genres de visions, disons un bon instinct à ressentir un peu pas des prémonitions, mais juste... Une intuition. Une intuition de son gut, ça. Son gut feeling est souvent bon sur « Ah, je pense que dans cette maison-là, il se passe de quoi de louche. » Fait que ce tueur en série-là qui est traqué depuis 30 ans et que lui, il est joué par Nicolas Cage et on y reviendra, ça fait partie de la promo, on sait pas à quoi il ressemble, sa face et tout dans le film. C'est Maika Monroe que, je sais pas, elle a dû jouer dans 2-3 affaires, mais pas... quand même, son breakout hit, ça a été It Follows. Ah oui, c'est vrai, mais ça fait comme... 10 ans. Ok, ça, c'était 2014? Ouais, genre, c'est ça.
Fait que, oui, c'est vrai, elle était la personne principale. Et une autre couple de noms plus ou moins connus. Blair Underwood, qui fait le chef, en fait, son supérieur du FBI, je pense, Ouais. vraiment un vétéran de la télé, entre autres. Là. Ouais, c'est ça, mais deuxième rôle tout le temps, là, exact. Puis voilà, c'est Oz Perkins, il est des fois comédien, mais ça, c'est sa 4e réalisation. Il fait toujours des films d'horreur. Il y a souvent une esthétique. J'ai écouté cette semaine ses 3 précédents films. T'as fait un marathon Perkins. Ouais, ben ça fitait bien parce que c'est souvent des films de 1h20. Fait que ça marchait comme très bien, 1h25, mettons. Il avait fait Black Coat's Daughter, puis c'est tous des films comme pas connus, là, parce que les 2 premiers ils ont joué au TIFF. Il y en a un qui a été acheté par Netflix, il est allé sur plateforme. C'était comme des films de festival. Ils sont allés au cinéma un petit peu, très limité. Fait que de Black Coat's Daughter, qui s'appelait auparavant February, qui est comme dans un couvent, il y a 3-4 personnages, un petit peu à la... le film qu'on a eu de Noël avec Paul Giamatti, là, du monde qui reste pendant les fêtes. The Holdovers, c'est ça. Oui. Fait qu'il y a un peu ça, coincé pendant quelques jours, le temps que les parents viennent les chercher. Puis là, il va y avoir un petit peu de satanisme autour de ça, puis on va comprendre comme une histoire en parallèle qui va se connecter aux 2 précédentes. Là, son autre film, beaucoup plus lent, sur une histoire de fantômes puis d'écrivains. Après ça, il a fait... c'est l'inverse. Il l'appelle Gretel et Hansel. Fait qu'une nouvelle take sur cette vieille histoire. C'est allemand, je pense, cette affaire-là. Qui est d'époque aussi ou contemporain? Non, c'est d'époque. Okay. Ça fait très The Green Knight, mettons, là, et tout, là, quand ils sont dans les bois. Fait que c'est des films ils ont beaucoup une grosse valeur esthétique, un rythme lent dans la manière de filmer, des pannes, des travelling super lents et très anxiogènes. Et c'est un style, bref, qui ramène ici dans Longlegs, mais qui est quand même son film le plus excitant pour tous les avoir vus. Ils ont toutes des notions intéressantes, mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Puis dans Longlegs, ici, ben là, la direction artistique, la mise en scène, on ressent ça. Beaucoup de plans filmés très lents, que tu as une fenêtre au fond, puis t'es comme, il y a quelque chose qui va popper dans cette fenêtre-là. Tu sais, comme des prémices à jumpscare qui te rendent vraiment mal à l'aise dans la salle de cinéma. Un traitement sonore assez audacieux, beaucoup de bruit angoissant et tout. En plus, je reviens à ces 3 autres films, je les écoutais avec des écouteurs chez nous. Souvent, je mets les petits haut-parleurs cheap de la télé, mais là, il y a beaucoup ce traitement-là. Souvent, juste des espèces de ominous tones, là, juste des affaires, du vent, puis des trucs comme ça, plus que vraiment des musiques, tu sais. Fait qu'on retrouve ça beaucoup dans Longlegs. Longlegs joue avec les ratios aussi, c'est un film qui est en scope, donc très large, mais quand il y a des trucs d'archives, ben là, on devient très diapositive, là, les coins arrondis, du gros grain. Fait que le vieux station wagon du tueur et tout, fait qu'il y a une belle incursion, puis tu sais, il y a une partie qui est... L'Oregon, c'est comme plate, là. Puis c'est gris. L'hiver, c'est gris. Sinon, c'est l'automne. Fait que dans la mise en scène et tout, c'est... Ouais, c'est pas sombre, lugubre, comme, mettons, le dernier Batman, qui est comme... Il est sombre, mais éclaté, là. J'ai comme visuellement rapidement ça. Là, c'est très granulaire et... froid, en fait. Ouais. Là, c'est ça. Bon, on le compare beaucoup à The Silence of the Lambs. Esthétiquement, je pense qu'on est dans cette même lignée-là. Là. C'est vraiment un hommage à ce film-là, tu l'as dit, avec des travelling lents, des plans fixes, un côté un peu granuleux de la caméra, le gris et tout ça. Donc, on ressent cet effet-là qui, d'ailleurs, est très réussi. Les agents aussi, du FBI toujours en noir ou en bleu marin, là, à peu près. Là, puis, fait que, non, honnêtement, sa réalisation de Perkins donne un film vraiment à côté, vraiment intéressant, une expérience à vivre. Je dois mettre une alerte de film polarisant parce que c'est au niveau de l'histoire, je pense que ça va diviser beaucoup le public. Parce qu'évidemment, toute la publicité, tu vas pouvoir en reparler, mais tourne autour de, justement, on est dans le style Silence of the Lambs, puis de l'espèce de chasseur, de tueur en série, tout ça, de thriller procédural, mais on n'est pas complètement là. Il y a quand même un côté surnaturel qui est présent dans le film, qui est assumé. Alors là, ça va dépendre aux gens si vous embarquez ou non dans la proposition, mais au-delà de ça, là, ça vient un goût personnel, le film est quand même intéressant à vivre et même Nicolas Cage, ce que j'aime bien comme acteur, là, on comme personnalité aussi, ouais, c'est ça. Il y a le fun, Nick Cage joue Nicolas Cage dans le film, là, mais justement avec un gros maquillage. Je pense qu'il était peut-être plus intéressant dans... c'était quoi le film là, qui était dans le rêve, là, qui... pas Idea Man, là, mais que tout le monde se mettait à rêver de lui. C'est ça. Qui jouait peut-être une performance plus nuancée.
Mais on sent qu'il s'est donné un plaisir à faire ce personnage-là derrière un des producteurs du film. Là. Fait que j'imagine qu'il a dû lire le scénario et dire moi, c'est ça, je vais jouer ça. Puis ça me tente d'aider au financement que ça se fasse. Et Michael Monroe, j'ai bien apprécié, honnêtement. Justement, c'est plus en allant fouiller. Oui, vraiment. Là. Puis on sent qu'il est un peu peut-être sur le spectre aussi. Oui, c'est là, ça, justement, d'avoir toutes ces espèces de pouvoir, d'intuition, mais pas très bonne pour parler avec les gens, même ses collègues, là, elle dit rien. Oui, c'est ça. Fait que très efficace, honnêtement. Puis je pense que ça m'a donné le goût de réécouter It Follows, justement, quand j'ai su. Ah oui, c'était elle qui était là-dedans. Puis d'ailleurs, qui est aussi un film de long plan. Oui, c'est ça. Avec des zoom-in, puis tout. Oui, qui était vraiment intéressant esthétiquement. Donc, Longlegs, écoute, depuis quelques semaines, on en parle beaucoup, parce qu'il y a quand même une campagne publicitaire assez agressive. C'est ça, c'est parce que le tueur, Longlegs, laisse des lettres codées avec son... je sais pas comment on appelle ça en français, mais des ciphers, là, comme sa propre charte codée. Puis on l'utilise beaucoup dans la promo du film, dans les posters. C'est vraiment une belle campagne de mise en marché qui peut faire rêver A24, mais on est chez Neon cette fois-ci. Fait que beaucoup de posters, des affiches cryptiques, des demi-visages, Michael Monroe qui se met la main sur la bouche. « Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens! » Mais coupé à peu près au niveau du nez, des piles de cadavres en dessous d'une couverte ensanglantée. Toutes des affaires de Polaroid weird, là, c'est ça. Ouais. Fait que très belle utilisation des médias sociaux pour ça. Et comme tu dis, ça fait un film polarisant qui est absolument pas à... Je pense pas qu'on va adorer ou jeter au vidange, mais on crie partout que c'est un grand chef-d'œuvre et tout. Là, allez-y quand même avec un grain de sel, parce que quand on oversell, quand on survend quelque chose, il y a beaucoup de chances d'être déçu. Fait qu'allez-y plus sur une espèce de bon moment d'angoisse. Ouais. Si vous êtes un fan de kill, puis de décadence, puis de torture, c'est pas du tout le film pour ça. On est souvent sur le fait accompli. Les gens sont déjà morts, etc. Un peu plus comme dans... 7, par exemple, de David Fincher, un peu, là, dans cette ambiance un peu glauque, là. Fait que, voilà, pour Longlegs, là, maintenant, on peut pas trop... Faut tourner autour du pot, parce que sinon, on va être obligé de spoiler, là, et tout. Fait qu'on veut pas vous faire ça. Et si jamais vous êtes courageux, écoute, dans cet aspect médiatique, marketing de la chose... je l'ai pas essayé, je l'ai vu tantôt, cette information-là, mais je vais le faire assurément. Neon Pictures ont créé un vrai numéro de téléphone que tu peux composer et tu vas entendre Nicolas Cage parler dans son personnage. Ouais. Est-ce qu'il chante Bonne Fête pendant 24 minutes? J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Vas-tu l'essayer? Oui, je vais l'essayer, c'est sûr. Parce qu'il y a quand même une voix... On comprend que c'est Nicolas Cage, on le reconnaît un peu, mais quand même un peu déstabilisante. Puis ce terme qu'il utilise aussi, coucou. Fait que c'est un peu bizarre. Fait que je vais le donner le numéro pour ceux qui veulent le noter. C'est un 800? Non, c'est 1458. Donc 458-666. n'est pas subtil, 4355. Donc, 458-666-4355. Moi, c'est certain que je vais le faire tout à l'heure. Je vais aller essayer ça. Ouais, sur speakerphone à la salle à dîner, là, ça va être parfait, ça. Alors, voilà pour Longlegs. Est-ce qu'on reste dans les... Tu veux-tu aller tout de suite avec We Are Zombies? Oui, on peut parler de... Ben, écoute, je vais juste parler de l'été dernier avant juste rapidement. Ben, tu l'as vu toi aussi, parce que l'été dernier sort aujourd'hui aussi. Film... français qui avait été présenté à Cannes, donc l'autre année d'avant, fait qu'il fait partie des dernières... 2023, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exact. Il y a comme 14 mois, fait qu'il fait partie des dernières traîneries, tout ça, poliment, de films qui ont été acquis et qui n'avaient pas encore eu de fenêtre un peu possible pour les sortir. Fait que là, c'est le temps. Mais c'est vrai que c'est un bon film d'été. Il fait chaud dans ce film et c'est sexy. Film de Catherine Breillat, moi je connais un peu ni d'Ève ni d'Adam. Une enfant terrible du cinéma, elle est âgée comme de 75 ans aujourd'hui, mais écoute, à l'époque, je ne sais pas si tu as connu ça, mais elle avait fait Romance à la fin des années 90. Non, je sais pas. Il y avait Rocco Siffredi, le porn star. C'est ça, fait que c'était un des premiers films où vraiment... il montrait pénétration et tout ça. Ouais, c'est ça. Ben, en lisant un peu, j'ai cru comprendre qu'elle avait des films assez controversés. Sexus. C'est ça, beaucoup là-dedans. Puis c'était quoi, j'avais noté une vraie jeune fille dans les années 70 aussi sur l'éveil sexuel d'une adolescente et tout ça. Donc, elle reste dans les thèmes là, qu'elle travaille souvent. Ben oui, c'est ça. Fait que on était un peu dans... Puis ça fait 10 ans qu'elle avait pas fait de film. On était un peu dans les cordonniers mal chaussés, c'est-à-dire qu'on a une avocate à la protection de l'enfance jouée par l'excellente Léa Drucker.
mais qui va commencer une liaison avec le fils adolescent de son mari. Donc, elle et son mari ont 2 enfants, adoptés, 2 enfants, mais ça, c'est le fils de l'ancien mariage de son mari qui est assez problématique. Il y a de la misère à l'école puis tout, fait qu'il vient vivre chez eux dans leur grosse maison. Il y a genre 15-16 ans. Puis elle va commencer une espèce de relation torride avec lui, jusqu'à un peu renier cette relation-là pour pas se mettre elle dans la marde, mais tu sais, t'es en protection de la jeunesse, puis dans le fond, t'as un délit avec un mineur, puis qui... Ça regarde pas bien. Fait que c'est ça. Mais c'est pas un film qui se veut, comment dire, profondément sexy pour qu'on est comme « Oh, je ferais la même chose. » là. C'est juste qu'on comprend que... Je sais pas si on dans le sud de la France, sûrement, il a l'air de faire chaud et tout le monde est en maillot de bain, puis on va se baigner à la rivière. Puis il y a cette espèce de jeu que lui aussi, il a de la misère à comprendre les limites de tout ça. Là. Une fois qu'elle a fait l'erreur de succomber une fois à coucher avec, lui, il est comme « Ah ben oui, on peut quasiment sortir ensemble. » Puis il est comme « Non, là, tu fermes ta gueule, puis c'est tout. » Ouais. Qui est joué par Samuel Kircher, qui est un des nouvelles coqueluches, parce que lui et son frère Paul, je pense Paul est un petit peu plus vieux, arrête pas de jouer dans plein de nouveaux films. Paul était dans Le règne animal, c'est ça, qu'on a vu il y a quelques mois. Fait que voilà, mais c'est un remake d'un film danois, Queen of Hearts. Voilà, je sais pas si tu voulais ajouter moi, autre chose. Je dois avouer que j'ai bien apprécié, honnêtement. Ouais, c'est un peu un genre de drame de mœurs. Là. Oui, c'est ça, mais comme tu l'as dit, il n'y a rien de très sexuel. On est loin de ses autres films précédents, ou de certains de ses films, devrais-je dire. C'est pas toujours ça. Mais elle-même, elle l'a dit, elle se décrit comme une romantique. Elle voulait faire explorer plus le côté romantique entre ces deux personnages-là, et on le sent, qu'il y a un désir mutuel, et je trouve que c'est vraiment filmé avec goût, honnêtement. Ouais. Quand il joue surtout les scènes de proximité, là, c'est ça, de flirter regards, un peu, là, je vais te faire un tatou, puis tu sais, l'épaule qui se touche, puis c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est ça. Fait que je trouve que c'était bien filmé. Le Drucker, elle est vraiment excellente aussi. Écoute, on la voit beaucoup au cinéma cette année, je trouve. Oui, c'est ça. Puis, fait que moi, j'ai genre de film là, qui s'écoute très, très bien, qui est intéressant, puis qui est quand même un glissement encore là, parce qu'on passe comme un 2 tons, un film, parce qu'on dans un aspect beaucoup plus romantique, mais à un moment donné, ça bascule justement. Ouais, ou là, elle veut sauver sa peau dans l'étau qui se resserre. C'est très bien. Chose fait cocasse, c'est Kim Gordon qui fait la musique. Kim Gordon qui était la bassiste chanteuse de Sonic Youth. Fait que pour les fans de grunge et de Seattle, fait qu'il y a des tunes de Sonic Youth aussi, 1 ou 2. Puis fait que ça dit musique Kim Gordon. Fait que je sais pas si elle a fait les autres. Fait que ça clash quand même là, quand il roule en décapotable. Là, puis comme tu sais, Sonic Youth ont comme des tunes très noisy, un peu weird, puis quand même des bangers avec c'est pas des tunes pop qui jouent à radio, mais ils ont quand même des verres d'oreille à leur façon. Fait que je me souviens plus c'est laquelle, parce que ça fait quand même quelques semaines que j'ai vu le film. Là. Mais c'est ça. Fait que ça m'avait surpris de voir Kim Gordon au soundtrack. Puis en l'écoutant, je disais il y a 1 ou 2 tunes de Sonic Youth, littéralement. Puis il est assez bref aussi, ce film-là. Il est comme 1h20, 1h25. Là, c'est ça. Ouais. Et tu parlais de Paul Kircher. C'est lui, à l'origine, qui devait jouer le rôle dans le film. Mais finalement, je pense qu'il y a eu un problème de financement. Le projet a été retardé. Fait que là, il était rendu un peu plus vieux. Alors, c'est lui qui a suggéré son frère. Fait que je pense que c'était vraiment son premier rôle au cinéma. En tout cas, un premier rôle d'importance. Là. C'est quand même drôle. Puis cet hiver, quand j'étais à Unifrance, j'avais assisté à la remise des prix Lumière. Ouais, par les journalistes. Et les 2 étaient en nomination dans la catégorie Espoir masculin. OK, lui, Samuel pour ce film-là, j'imagine? Et puis Paul pour Le règne animal. Ah, OK, bon. C'est un des 2 qui l'a gagné? Non, il me semble que non. C'était comédien qui était dans Yannick puis Coupé. Puis, Raphaël Quénard? Ouais, OK. C'est ça. Ouais. Pour sûrement l'affaire de chien, là, je me souviens. Oui, c'est ça, chien sale, chien de ruelle, enfin, moi, le film s'est pas rendu ici. Ça avait gagné une coupe de César aussi, ce film-là. Oui, tout à fait. Je sais pas, des fois, il y en a comme ça, même s'ils gagnent plein de prix, on sent que, je sais pas, soit ils sont trop gourmands sur la facture, ou ça intéresse personne ici, ou le sujet est trop, genre, les quartiers pauvres de Paris, de blablabla, puis comme, ça marchera pas, c'est trop franchouillard, machin. Là. En tout cas. Et autre film qui prend l'affiche, bizarrement, comme ça arrive à l'occasion, et surtout l'été, mercredi, le 17 juillet, oui, je me trompe pas, We Are Zombies de RKSS. On avait parlé il y a à peu près 2 semaines, la bande-annonce est arrivée, donc inspiré de la série de bande dessinée. Ouais, j'ai oublié de renoter le nom.
Ça a changé de nom souvent. Maintenant, je c'est pense qu'il l'appelle We Are Zombies, mais c'était comme... Z comme zombie, je pense à l'origine. Ouais, mais ça a été pas les zombies qui ont dévoré le monde. C'est une affaire comme ça, ouais. ouais. Puis, fait qu'on est dans un monde où la population vit sans problème avec des zombies qui sont comme un peu inoffensifs, un peu comme des sans-abri, ou il y a peut-être un petit parallèle avec des travailleurs immigrés ou des choses comme ça, qui sont là et qui volent nos jobs parce qu'ils coûtent rien, ils mangent pas de cerveau, ils sont juste des morts vivants. Puis, il y a une gang d'amis criminels qui vont se mettre à hacker les compagnies une compagnie grosse professionnelle, grosse pharmaceutique qui prend les zombies, mettons, un peu comme placer tes parents, là, ta grand-mère ou ton enfant, il est zombie, puis là, tu veux l'amener dans un centre où ils vont s'occuper de ça, mais qui est un peu une façade pour faire des travaux pharmacologiques et biologiques dessus. Fait qu'ils subtilisent, ils font semblant d'être eux pour aller revendre ces zombies-là sur le marché noir à genre des artistes puis des choses comme ça qui rappellent un petit peu le dernier Cronenberg où il se greffait des morceaux de corps pour faire des performances artistiques dans les sous-sols. Là. Fait qu'il y a un peu ce côté-là. Fait que ça se transforme en espèce de, justement, comédie de zombies, de heist movie, donc film de braquage, parce que dans cette histoire-là, ils vont se faire avoir. Fait qu'il va falloir qu'ils aillent voler quelque chose d'autre parce qu'ils doivent de l'argent à X puis à Y. Fait que cette bande de joyeux lurons. Fait que le tournage est à la base en anglais, donc c'est une production canadienne et américaine, je pense. Et française, je pense aussi. En tout cas, plein de pays là-dedans, mais ça a été tourné à Montréal. Ouais, voilà. Oui, parce qu'on voit la ronde à un moment donné. Ah ouais, ok, j'ai pas remarqué. T'as pas remarqué, ouais. Puis j'ai oublié de noter, par exemple, le nom d'un des comédiens, mais c'est lui qui faisait Arturo dans 1991, là, qui disait Canada, genre. Fait que j'ai oublié son nom, c'est un Montréalais finalement. Bref, fait que c'est la sauce RKSS qui rappelle un peu plus Turbo Kid que Summer of 84. Fait que on est plus dans l'humour, un peu le pastiche du genre zombie. Et le classique du grand méchant qui est joué par Guy Nadon, qui est le grand boss de la pharmaco, qui est comme non, il y a de l'argent à faire avec ces morts vivants. Qui se débrouille bien en anglais, honnêtement. Aussi, oui, vraiment. Ouais. Puis j'ai oublié de noter son nom, le capitaine qui est noir. Oui, qui était dans 19-2. OK, dans 19-2, moi je l'écoute dans Doute raisonnable. Il fait le boss, Julie Perrault aussi. Et tout. Fait que, bref, toi, qu'est-ce que tu as à dire? C'est ça, le film a une facture très bande dessinée, donc on reconnaît l'univers de Turbo Kid, justement. Ça se prend pas trop au sérieux, mais c'est fait sérieusement. C'est ça. Il n'y a pas le côté rétro de Turbo Kid. Mais, puis écoute, les maquillages, honnêtement, pour le budget qu'ils ont dû avoir, là, que je sais pas, mais on sait que c'est pas énorme. Ils se sont vraiment très bien débrouillés, comme dans Turbo Kid aussi. Là. Il y a quand même quelques éléments gore. Ouais, un peu de décapitage puis d'affaires de... Ouais, c'est ça. Mais c'est bien fait, et surtout l'espèce du méga zombie à un moment donné qu'ils vont croiser. Le design artistique est assez intéressant et bien réussi. Fait que, écoute, genre Shaun of the Dead, on peut donner une référence. Oui, je pense que c'est un des comparatifs. C'est ça. La nuance, c'est que comme les zombies sont inoffensifs, disons, une bonne partie du film, à tout le moins, sont pas c'est pas les zombies qui en veulent à leur vie, c'est d'autres mondes qui veulent de l'argent puis des trucs comme ça. T'sais. C'est ça. Fait que voilà. Fait que je voulais quelque chose encore là de plus léger, comédie d'horreur. Oui, puis j'aime bien aussi qu'on s'assume. C'est Alexandre Nachi, je pense, le comédien. Ça dure comme 1h20. Là. Fait qu'on n'a pas étiré l'histoire pour rien. C'est comme... C'est assez rapide, avec des petites blagues au travers de ça et tout. Fait que... Good time, si vous aimez le travail de RKSS, qui est Roadkill Superstar, donc les frères et sœurs Annick et Johan Carl Wissel et François Simard, qui je pense c'est le conjoint de Anouk. C'est quand même une autre part de manche, réaliser tes affaires en trio, je pense. Là. J'imagine qu'ils doivent être bien divisés sur qui fait quoi. Ou, Ben écoute, oui. Et, tu vas pas me dire que tu leur as parlé. Ben je leur ai parlé, justement. Je pense que je te l'avais pas dit. Hein? Non, je pense que oui. J'ai voulu stager ça. Donc oui, un article s'en vient pour le site internet. Pour monciné.ca. Donc, au courant de la semaine prochaine. Fait que oui, j'ai eu le bonheur de parler au trio. Un petit peu ça, comment ils travaillent ensemble. Écoute, c'est ça, effectivement. Il y en a un qui va s'occuper plus des comédiens. Les deux autres, plus l'aspect technique. Mais évidemment, en réunion de production, puis tout. Ouais, ils vont avoir toujours la même réponse. Fait que si quelqu'un, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, là. Fait que si vous voulez parler à un ou l'autre, c'est sûr qu'on va avoir la même réponse. Ouais, comme quand tu veux demander à papa, puis sinon à ça, maman. Fait que des fois, les comédiens s'essayent ça, mais effectivement, c'est le cas. Fait que non, c'est super intéressant. Puis eux, dans le fond, ils ont été approchés par en fait, l'éditeur Les Humains Associés, qui avait publié la bande dessinée, quand même un éditeur
assez connus, mythiques en France, là, avec entre autres les BD de Jodorowsky puis d'Anki Bilal et tout ça. Ils ont aussi une branche de production et ceux qui avaient approché RKSS à l'origine même qu'avant que Turbo Kid soit fait. Parce qu'ils les avaient repérés par leur court-métrage. Ouais, effectivement. Puis, ils venaient de terminer le montage de Turbo Kid, mais il n'était pas encore sorti au cinéma. Puis, il leur avait montré le code, puis tout ça, fait que ça avait convaincu des agents. Fait que c'est vraiment un projet qui était de longue haleine. Ça a pris beaucoup de temps à financer, tout ça. Puis c'est pour ça que, dans le fond, que 2 films quasiment qui sortent, il faut dire qu'ils ont été tournés il y a 2 ans. Puis ça a été long à sortir en salle, là, mais ils ont comme eu 2 projets qui chevauchaient et qui terminaient We Are Zombies, puis enchaînaient déjà leur prochain projet. Là, qui sort j'ai oublié le titre, mais qui sort à Fantasia. Là, ouais, c'est ça, leur première. Donc, fait que ça a été une conversation super intéressante. Puis ils ont travaillé avec l'artiste original, justement, Guy Davis, qui est comme un illustrateur légendaire là, quand même dans le monde de la bande dessinée américaine. Fait que c'est lui qui a fait le design, entre autres, du Super Zombie. Ça fait qu'ils ont vraiment trippé leur vie, vu que c'est un fan de BD aussi à la base. Ils aiment la bande dessinée, puis ils aimaient son travail. Fait que ça va être en ligne très bientôt, tout ça, mon cher. Parfait. Puis, c'est tout. C'est tout pour cette semaine. C'est assez. Là. On a passé l'heure déjà. C'est ce qui conclut ce balado. La semaine prochaine, 19 juillet, écoute, ça va brasser. Il va falloir s'accrocher à nos sièges car Twisters de Lee Isaac Chung, et c'est aussi très surprenant parce que c'est lui qui était derrière Minari, fait qu'il fait partie de ces réals qui passent du indie à voici beaucoup d'argent pour faire des choses spectaculaires. Fait qu'on va voir si il est bien en selle là. Et j'ai aussi hâte de voir Boléro de Anne Fontaine, qui est avec Raphaël Personnaz, un biopic musical sur Maurice Ravel. Exactement, le Boléro de Ravel, alors qu'il fait partie de ces artistes que la carrière allait dans le mur et qu'il se passait absolument rien jusqu'à temps qu'il ait un genre d'illumination et qu'il fasse une œuvre marquante et un chef-d'œuvre, voilà. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province, et visitez le monciné.ca, dis-je, pour plus d'informations et les articles qui vont sortir là d'une minute à l'autre, d'une journée à l'autre. Et aussi, je rappelle, écoutez, même si ça vous intéresse pas, écoutez notre épisode spécial sur nos belles-sœurs. Ça va vous intéresser. Vous allez vous faire captiver et vous allez aller voir le film et en discuter, passer un bon moment, etc., etc. Donc, c'est tout. Ben, sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais quelqu'un cogne à votre porte et vous offre une poupée qui ressemble à une de vos filles, acceptez-la pas. Passez votre tour.